Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Cameco Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande ici pour d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui. En supplément de ça, je vous présente 2 notes d'analyse pour des entreprises qui sont sous-évaluées chaque mois, plus par exemple, plus peut-être les notes de suivi des entreprises précédentes quand le besoin se fait. Et comme je le dis toujours, c'est moi qui détermine ici le besoin, d'accord? Parce que les notes d'analyse me demandent la lecture des rapports financiers, le coût des conférences call. OK? Donc, soyez juste certains d'une chose, c'est que si je vous présente une entreprise ici, c'est il y a de grandes chances qu'elle soit qualitative. Mais ça ne veut pas dire qu'on achète à l'aveugle ici. Non, non, non. On lit ces rapports financiers parce que vous devez investir avec conviction et vous ne pouvez pas vous investir avec conviction si vous basez sur les convictions des autres. OK? Donc ici, c'est uniquement pour ouvrir le débat, d'accord? Donc, vous lisez vos rapports financiers. Si vous ne comprenez pas, on en discute. OK? Donc, en supplément de ça, vous recevez ici des analyses sectorielles comme celles qu'on reçoit gratuitement dans la Top Newsletter. Et je rappelle que dans la Top Newsletter, présentement, vous avez reçu des analyses, des notes d'analyse concernant Verizon et AT&T. Et la Top Newsletter également ici, elle est gratuite. Et si vous êtes présentement abonné à la Top Newsletter, ça fait plaisir d'avoir 5 étoiles. Donc, merci à vous dans la Top Newsletter. Donc, voilà. Donc, en termes de... C'est une compagnie ici qui extrait de l'uranium, un truc comme ça, je pense. C'est une compagnie canadienne, d'accord? Donc, je pense que c'est très lié au secteur de l'uranium. Donc, c'est la commodité. Donc, c'est-à-dire que le prix ici est impacté par la variation ici du prix de la commodité. Donc, vous pouvez voir ici que si vous regardez bien, voilà, je ne sais pas quel est le ticker ici de l'uranium, mais si on va regarder uranium, où est-ce qu'on a? Je pense que c'est ça, c'est le futur. On va regarder ça ici. Donc, vous voyez que le prix de l'uranium ici, par rapport, vous voyez, le prix est là, on gagne beaucoup d'argent, le prix diminue, d'accord? On gagne, voilà, je vais même les séparer ici. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est le prix de l'uranium. Ça, quand le prix de l'uranium augmente, ça se passe bien. À partir de 2007, boum, diminution. Et ça diminue de plus en plus, d'accord? Et ça se stabilise, d'accord? Quand ça se stabilise jusqu'en 2000, ça se stabilise jusqu'en 2020 ici, et là, boum, on a une augmentation. Donc, ça reste quelque chose d'assez cyclique, parce que vous ne pouvez pas, voilà. Est-ce que ça va durer? Il y a de fortes chances que ça ne dure pas. D'accord? Donc maintenant, ça dépend de beaucoup d'autres éléments à l'intérieur, donc comme la demande, l'offre, etc. Mais faites attention aux commodités. Moi, je vous ai toujours dit que ce genre de business-là, il faut normaliser les résultats. OK? Donc, quand je vais prendre ce genre d'entité-ci, le revenu actuel, je sais que, voilà, est-ce que je peux dire qu'il sera durable? Point d'interrogation. Même l'estimation des analystes par rapport à ce revenu-là, il sera peut-être basé ici sur le prix de la commodité actuelle. Par exemple, on s'attend à voir des revenus de combien? D'accord? On s'attend à avoir à peu près des revenus de 2 milliards 270 millions ici. Et quand je regarde ici en N plus 3, tout en rappelant que c'est difficile de faire des prévisions sur ce genre de business-ci, voilà, on s'attend à peu près à avoir des revenus encore plus élevés que ça. OK, c'est également une entreprise qui a eu à faire l'acquisition d'une autre entité ici tantôt, donc ça peut avoir un certain impact. OK? Donc, moi, ce qui m'intéresse ici en termes d'évaluation, qu'est-ce que je vais faire? OK? Donc, parce que quand je vais regarder la marge brute ici, vu que c'est une commodité, je m'attends à ce que la marge brute soit impactée. Vous voyez que la marge brute aura tendance à diminuer et ça va avec le prix de la commodité. OK? Est-ce que c'est une entreprise qui a au moins, je dis bien, en période difficile, est-ce qu'elle a au moins maintenu des free cash flow positifs? D'accord? Est-ce que c'est le cas? On va regarder ça ici. Euh, oui, on va quand même se dire que ça va. OK? Le prix de la commodité baisse à peu près depuis 2007 par là. D'accord? Et vous constatez qu'après, la stabilité a eu lieu aux alentours de 2016 jusqu'en 2020, on avait une certaine stabilité. Donc, avec cette stabilité-là, elle a quand même dégagé à peu près quelque chose aux alentours de 400 millions par là. OK? Donc, c'est bien. Elle gagne quand même de l'argent. Donc, ça peut vouloir dire que cette entreprise a un certain avantage concurrentiel dans le sens où dans ce genre d'industrie, si les entreprises, le plus important ici, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas du marché. Et généralement, vous pouvez rencontrer les entreprises qui ont les coûts de production les plus bas du marché uniquement quand le prix de la commodité se casse la gueule. OK? Donc faites attention. Dans cette entreprise-ci, quand je vois déjà ça, je sais que par rapport aux autres entités, s'il y a d'autres entités qui extraient de l'uranium ici, qui sont cotées en bourse, il y a de fortes chances que cette entreprise-ci elle ait des coûts de production très très bas. OK? D'où sa capacité ici à maintenir des free cash flow stables. OK? C'est bien de maintenir des free cash flow stables, mais est-ce que c'est également une entreprise qui est endettée? OK? Donc, on va regarder ça ici, la dette nette. On voit ici que c'est plutôt une dette nette qui a eu tendance à diminuer, même en période difficile. Parce qu'elle n'a pas attendu que le COVID arrive, enfin, que le prix de la commodité commence à monter avant de rembourser sa dette. Donc, au plus fort, ici, on était à près de 1,6 milliard et là, on a du cash net. Donc, ça prouve encore que cette compagnie-ci est bien gérée. OK? Et moi, j'aime ça.
OK? Elle est bien gérée. Maintenant, combien est-ce que ça vaut? Je vais vous montrer une chose. Si on va sur l'outil FastGraft, d'accord, Cameco, on va aller regarder, non, Cameco, oui, on a pris le ticker symbole ici du TSX, et je rappelle que c'est une compagnie canadienne, dont le TSX ici, c'est le TSE ici, je pense que c'est TSX, si je ne me trompe pas. C'est à peu près son marché de base ici. Donc, regardez. Ça, ce sont les bénéfices nets par action. Et ici, les operating cash flow par action. Vous remarquez ici que c'est quelque chose qui n'est pas stable. Et je vous ai toujours dit que quand on investit, la raison pour laquelle on recherche des entreprises qualitatives, les amis, c'est parce qu'il y a de grandes chances que les bénéfices ou les marges restent stables. Même en période difficile, qu'on arrive au moins à maintenir les marges stables. OK? Et en période prospère, qu'on ait au moins la possibilité d'augmenter les marges. OK? C'est le cœur, c'est ça même, c'est ça une entreprise qualitative. OK? Donc, en période difficile, l'entreprise qualitative, admettons par exemple, voilà, ça dépend également des business, faites attention, parce qu'une entreprise qualitative qui ne perd pas d'argent en période difficile, une entreprise qui ne perd pas d'argent en période difficile paie également une entreprise qualitative. Donc, par exemple, quand on va dans le secteur ici des commodités, il faut le réfléchir différemment. Je vous ai toujours dit que, dépendamment du secteur d'activité, le raisonnement n'est pas le même. OK? Donc, faites attention. Quand je vois ça, je sais que c'est une entreprise qui est cyclique. Quand vous prenez en considération l'estimation des analystes ici par rapport au operating cash flow, vous constatez que, voilà, 2/3 du temps, ils ont tort. Ce n'est pas évident de faire de bonnes prévisions sur ce genre de business-ci. D'accord? Surtout des prévisions sur 2 ans. À 1 an, ça peut encore aller, mais sur 2 ans, faites attention. OK? Donc, quand on prend en considération également les les bénéfices nets ici par action, d'accord? Sur 1 an, ça peut aller, mais quand on prend des prévisions sur 2 ans, ça ne va pas. OK? Donc, on peut encore se baser sur les bénéfices nets qu'on va obtenir cette année-ci, mais sur l'année prochaine, non. C'est compliqué. OK? Et ça prouve encore que c'est encore difficile de faire des prévisions ici. Donc, quand vous voyez les bénéfices nets actuels, on vous dit ici qu'en 2023, ils vont faire $1 par action. C'est possible. Et quand on vous dit en 2024, on va faire $2 par action, faites attention, il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. OK? Et qu'à partir de 2023, à partir de 2025, on va redescendre à $1,59. Ça veut juste dire ici que le cycle va peut-être s'épuiser à cette période-ci et les bénéfices nets vont baisser, les revenus vont baisser. Donc, qu'est-ce que moi j'en sais? Mais tout ce qui m'inquiète ici, c'est que je sais déjà une chose, c'est que les bénéfices nets vont avoir tendance à diminuer. Donc ici, ça ne vaut même pas la peine d'aller regarder les bénéfices nets par action. D'accord? Donc, il faut normaliser les résultats. Mais quand on dit également normaliser les résultats, faites attention. Posez-vous également la question si les volumes sont les mêmes précédemment par rapport à aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un raccourci quand on normalise les résultats. Donc, quand je prends les net income ici, parce que elle a une dépense en capital assez élevée, parce que ça reste ici de l'extraction minière ici. Donc, faites attention. Donc, quand on prend ça, vous constatez que si je fais une médiane ici, je ne vais pas obtenir quelque chose d'assez correct. OK? Donc, par exemple, je peux prendre la médiane, hein. On va faire ça ici. La médiane ici, c'est quoi? 89 millions. D'accord? Sur les 10 dernières années, on a eu combien? On a eu 89 millions. Sur les 5 dernières années, on a eu combien? On a eu 89 millions également. Enfin, 75 millions. Donc, sérieusement, je vous dirais que c'est une compagnie qui a peut-être rapporté bien plus que ça. Et si vous voulez mon avis par rapport à l'évaluation, on peut peut-être le faire ici en utilisant le tangible book value. D'accord? Vu que ce sont des actifs qui sont généralement ici. Et c'est là, je vous recommande généralement de le faire. Pour les entreprises cycliques, donc, enfin, les entreprises minières, regardez généralement le tangible book value et dites-vous toujours une chose. Ce tangible book value est influencé également par le prix de la commodité. Donc, généralement, quand le prix de la commodité augmente, le tangible book value a tendance également à s'apprécier. Quand le prix de la commodité diminue, il a également tendance à se déprécier. Mais ici, faites attention, si le volume le volume ici comment on appelle encore ça? Des capacités de production. Enfin, quand on dit, on ne parle pas des capacités de production. Je dirais ceci. Je prends un exemple. Admettons qu'on vous dit peut-être que Total Energy a peut-être 40 milliards de barils de pétrole enfouis présentement comme capacité, réserve probable. D'accord? Donc, ça, c'est la réserve. OK? Donc, ici, par exemple, si le volume de réserve augmente, d'accord, et que même si le prix a tendance à diminuer, ça aura tendance ici à s'équilibrer. D'accord? J'espère que vous me comprenez. Donc ici, vous allez peut-être voir que les bénéfices nets par action, le tangible book value per share ici est aux alentours de 4 milliards à la longue, entre 2010 et aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 5 milliards 500. Donc,
par action, ça donne combien? Tangible book value per share ici, par action, ça donne ceci, ça donne à peu près 13 dollars par action. Donc moi, je dirais que ceux qui ont acheté cette compagnie ici aux alentours des 13 dollars par action ont fait un bon deal. Vous les achetez net à son tangible book value per share. Donc, vous l'achetez net à la valeur tangible du bilan ici. Okay, donc, ça veut dire que si on ferme l'entreprise en date d'aujourd'hui, on vend toutes les mines, on rembourse la dette, voilà ce qui vous reste. OK? Et généralement, c'est à ce niveau-là que vous devez aller chercher ce genre d'entité-ci. En date d'aujourd'hui, le cycle aussi a déjà commencé. Je pense qu'il est un tout petit peu trop tard. Et encore, quand je dis je pense, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais je sais une chose, c'est que je recherche avant tout la stabilité. Et ça, c'est quelque chose d'assez instable pour moi. OK? Donc, si vous l'évaluez en prenant en considération les revenus en date d'aujourd'hui, etc., c'est à vos risques et périls. Sinon, vous pouvez également utiliser la valeur d'entreprise ici sur le revenu. D'accord? La valeur d'entreprise sur le revenu ici, voilà, je vois ici que l'entreprise a tendance à s'échanger à une valeur d'entreprise sur le revenu ici de combien? Donc, on prend ça, on met la médiane, je rappelle bien, sur les 20 dernières années, on a à peu près 4,2 fois les revenus. Sur les 20 dernières années, on a à peu près 4,4 fois les revenus. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 3,2 fois les revenus. Et 5 dernières années, on a à peu près 3,2 fois les revenus. Donc attention, on va prendre entre 4 et 2. Donc je vais optimiser, je prends 4 fois les revenus. Et ici, en termes de revenus, je vais les normaliser. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Donc je fais ceci. Je normalise les revenus. D'accord? On les met ici en yearly. Donc, je les normalise. Donc, on a eu à peu près, sur les 20 dernières années, on a eu à peu près 2 milliards, 2 milliards 110 millions ici. Je rappelle bien, sur les 10 dernières années, nous avons eu à peu près 2 milliards 12 millions ici. Je rappelle également que ça dépend également du prix de la commodité. Et on s'attend pour les années à venir à avoir des revenus un peu plus élevés que ça. D'accord? Si on voit ici revenus, sell average. Donc, sur les 12 prochains mois, on s'entend à peu près avoir du combien? Du 2 milliards et poussière. Donc, 2 milliards 120 millions ici. Si on prend 2 milliards 120 millions, multiplié par 4 fois les revenus, valeur d'entreprise sur le revenu, 4 fois les revenus, d'accord? Moins la dette nette, vu que c'est la valeur d'entreprise qu'on trouve ici. Maintenant, il faut enlever la dette nette ou bien prendre le cash net pour trouver la capacité, la capitalisation boursière. OK? Donc ici, je vais prendre la dette nette. Donc, dette nette. Voilà. Et boum. On arrive à peu près ici à 1 milliard 190 millions. Donc, plus 1 milliard 190 millions. Divisé par le nombre d'actions. Nous avons à peu près combien d'actions en date d'aujourd'hui. Ça nous permet également de voir est-ce qu'elle rachète ses actions. Elle augmente son nombre d'actions. Pourquoi? Je pense qu'elle a fait une acquisition ici. Comme je l'ai dit tantôt, il y a dû faire une acquisition ici tantôt. Peut-être que ce n'est pas encore matérialisé, mais il me semble qu'elle a fait une acquisition. J'ai lu ça vite fait ici. On a 127 millions d'actions. Donc, je divise ça par, 427 millions d'actions. Ça donne au total 22,64 $. Donc, si je l'achète au book value, je ne vais pas payer plus de 13 dollars ici. D'accord? Si je l'achète ici en prenant en considération la valeur, le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA ici, qu'elle a eu sur une longue période de temps, qui est de 4 fois la valeur d'entreprise sur le revenu ici, donc à peu près 4 fois le revenu, d'accord? Plus le cash net ici, on a à peu près 22,64 $ par action. Donc, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, soyez prudents sur ce genre d'entité-ci. D'accord? Donc, ce n'est pas une entreprise ici qui a des bénéfices nets stables. Ce n'est pas une mauvaise entité, mais ce genre d'entreprise qu'on achète quand le cycle est bas. OK? Donc, ce genre, comme toutes les entreprises généralement cycliques d'ailleurs. D'accord? Donc, en parlant d'entreprises cycliques, peut-être qu'on va aller regarder une entreprise comme Barrick Gold. OK? Barrick Gold. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette compagnie-ci. Il me semble, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore aussi bas. OK? Donc, on peut regarder le tangible book value de cette compagnie-ci. Juste essayer de voir, ce n'est pas une vidéo pour elle ici. Donc, on a à peu près à 10 dollars ici l'action. Le tangible book value également a tendance à croître. Et voilà, on regarde également ici les free cash flow. Est-ce que cette entreprise a tendance à avoir des free cash flow assez positifs ici? Vous voyez que les free cash flow sont, voilà, ils sont positifs. Et n'oubliez pas également que le prix de l'or également a diminué pendant une certaine période ici. Sauf que je pense que sur les dernières années, ce prix-là continue à recommencer à augmenter. Donc, il faut également voir que les free cash flow peuvent être impactés par les investissements massifs ici. Donc, il faut prendre cette compagnie-ci en prenant en considération tous ces éléments-là. Mais n'empêche que au prix actuel, par exemple, pour cette compagnie-ci, il peut avoir quelque chose d'assez intéressant si le prix de la commodité augmente. Donc, ce genre d'entité-ci, par exemple, comme pour Barrick Gold est encore sur un cycle, n'a pas encore, malgré le fait que le prix de l'or fluctue ici, donc si on prend le prix de l'or ici, Gold, je pense que c'est XAU, donc c'est le futur, Gold,
On prend ça ici, on met ça ici, ok. Donc, malgré le fait que le prix de l'or augmente ici, ça ne se ressent pas encore sur cette entité-ci, ok. En tout cas, au niveau du prix de l'action. Or, les voyants sont à peu près au vert ici pour ce genre d'entité-ci. Donc, voilà une entreprise qui ne bénéficie pas encore pleinement du cycle haussier actuel. D'accord? N'oubliez pas. Elle ne bénéficie pas encore pleinement du cycle haussier actuel. Donc maintenant, il faut aller regarder à peu près pourquoi est-ce que c'est le cas, etc. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Hein. Je peux également me tromper, mais sur Cameco, franchement, le prix pourrait continuer à augmenter, mais il y a trop d'instabilité. D'accord? Maintenant, à vous de voir si vous voulez assumer ça. Donc, au mieux, ici, je serai aux alentours des 22,64 $. D'accord? Je rappelle que j'ai pris ici le TSX, donc sur la bourse ici canadienne, donc celle de Toronto, je pense bien. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'accord? Et n'oubliez pas les liens vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo. Et dans la Top Newsletter, n'oubliez pas mon 5 étoiles, s'il vous plaît. D'accord? On est déjà à 125, d'accord? Depuis que je lui demande le 5 étoiles, il n'y a que 5 personnes qui en ont rajouté, d'accord? Enfin, plus que ça. Donc, s'il vous plaît, c'est gratuit, ok? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.